Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques microbiennes. Moi, c'est Alice, apprentie en communication au sein du laboratoire de chimie bactérienne, et je vous accompagnerai au cours des prochains épisodes. Pour survivre dans leur milieu, les bactéries doivent s'adapter rapidement à la disponibilité en nutriments. Et c'est ça le sujet de ce nouvel épisode, puisque nous allons découvrir les incroyables stratégies qu'elles développent pour se nourrir et survivre. Dans un premier temps, nous allons voir comment les nutriments permettent aux bactéries de se reproduire. On appelle ça la division. Mais alors Thomas, comment se déroule la division bactérienne ? Les processus du cycle cellulaire, tels que le doublement de la longueur des cellules bactériennes, dit l'allongement, la duplication puis la séparation de l'ADN et enfin la division cellulaire, sont fortement liés à la qualité et la quantité des nutriments qu'elles trouvent dans leur milieu. Par exemple, dans des conditions nutritionnelles riches, la taille des bactéries peut être augmentée et leur temps de doublement peut être considérablement réduit par rapport à des conditions de croissance pauvres. Nous, au laboratoire, nous étudions les mécanismes qui permettent aux bactéries de s'adapter aux changements environnementaux. Et notre modèle d'étude, notre bactérie préférée, s'appelle Bacillus subtilis. Cette bactérie est non pathogène. Elle est retrouvée dans le sol, elle est aérobie, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'oxygène pour survivre et elle est en forme de bâtonnet. D'ailleurs, son génome a été entièrement séquencé en 1997 avec plus de 4000 gènes identifiés. Bacillus subtilis a plusieurs super-pouvoirs qui lui permettent de s'adapter à son milieu. Elle peut faire des biofilms, mais ça, si tu nous suis depuis longtemps, tu l'auras déjà vu dans un ancien épisode. Elle peut devenir compétente, c'est-à-dire récupérer de l'ADN d'autres bactéries qu'elle retrouve dans son milieu, ou alors elle peut former des spores. Et c'est de cette particularité que l'on va vous parler aujourd'hui. D'autre part, c'est un organisme dit modèle, car c'est une bactérie facilement cultivable en laboratoire, avec une croissance rapide, puisqu'elle est capable de se dédoubler en moins de 30 minutes dans des conditions favorables. Elle est également facile à manipuler génétiquement, c'est-à-dire que nous pouvons modifier son génome. Cette bactérie fait donc l'objet de recherches variées dans le milieu universitaire, mais aussi industriel. D'un point de vue industriel, les bactéries, lorsqu'elles sont génétiquement modifiées, elles peuvent produire des petits métabolites qui peuvent être valorisés d'un point de vue commercial. Comme par exemple, on peut parler des vitamines B5 et B2, ou encore des enzymes telles que les amylases ou les xynalases, que l'on peut retrouver entre autres dans les lessives, les engrais ou encore les compléments alimentaires. D'un point de vue de la recherche plus fondamentale, elle a fait l'objet de nombreuses études et au laboratoire, notamment dans notre équipe, nous étudions les mécanismes qui lui permettent de se diviser ou de former des spores. Dans un milieu favorable, dit riche, elle se divise rapidement. Par contre, quand le milieu est défavorable, dit pauvre, elle se divise plus lentement. Lorsque les conditions de croissance deviennent très difficiles d'un point de vue nutritionnel, Bacillus subtilis ne se divise pas, mais elle est capable de se différencier en une nouvelle forme cellulaire très résistante, la spore. Autant le spore, je sais ce que c'est, mais alors la spore, il va falloir m'en dire plus. C'est comme si la cellule avait revêtu une carapace. Les spores sont très résistantes à la chaleur, au rayonnement UV, au manque de nutriments et au temps. Pour l'anecdote, en 1975, il a été retrouvé des spores de Bacillus subtilis conservés dans l'ambre pendant 25 millions d'années. Le film présenté ici montre le début de la sporulation, avec à l'intérieur de la cellule, appelée cellule mère, l'apparition d'une nouvelle cellule, une préspore, qui contient toute l'information génétique identique à celle de la cellule mère. La préspore évolue en spore, qui est très lumineuse en microscopie optique. Après la formation de la spore mature, la cellule mère éclate et la libère. Cette cellule est de forme ovale et de longueur approximative de 1 micron. Voici des images de spores matures à côté de cellules végétatives en microscopie optique. Mais alors, que se passe-t-il lorsque les conditions environnementales redeviennent favorables ? Les bactéries vont alors germiner, c'est-à-dire qu'elles vont se réhydrater. Elles vont modifier leur structure et donner à nouveau des cellules végétatives qui vont être capables de grandir et se diviser. Ainsi, les bactéries vont dupliquer leur ADN et recommencer à se diviser. Mais quelles sont les étapes de cette division ? La bactérie doit d'abord doubler sa taille et notamment synthétiser sa paroi cellulaire. Cette paroi comprend la membrane plasmique, composée de lipides.
Une des caractéristiques de Bacillus est d'avoir en plus, par rapport à d'autres familles de bactéries, une couverture plus épaisse que l'on appelle le peptidoglycane, appelé PG. Cette couche protectrice apporte une certaine rigidité qui permet notamment aux cellules de résister aux variations de pression et de maintenir leur forme de bâtonnet. Ce peptidoglycane entoure la cellule et est continuellement renouvelé au cours de la croissance. Mais comment fonctionne le renouvellement du peptidoglycane? Les précurseurs isolés, qui sont les futures briques, sont synthétisés au sein de la cellule dans le cytoplasme. Et le transporteur qui permet de faire traverser la membrane plasmique à ces briques s'appelle le lipide 2. Une fois les briques sur la surface extérieure de la membrane, elles sont assemblées par des protéines ou des enzymes appelées PBP. Et elles jouent le rôle de maçon construisant le mur. Mais si ces peptidoglycanes permettent la construction de ce mur, j'imagine que ce doit être des cibles pour les antibiotiques. Tout à fait. Ces PBP sont bien caractérisés et sont les cibles de plusieurs antibiotiques, comme les pénicillines, d'où leur nom, mais aussi les bêta-lactames par exemple. Et que se passe-t-il ensuite? Les PBP agissent en collaboration avec d'autres enzymes pour permettre l'élongation et la division de la cellule bactérienne. En effet, il faut également, pour étendre la paroi, des enzymes extracellulaires à activité autolytique, c'est-à-dire qu'elles sont capables de découper le mur de peptidoglycane pour y ajouter de nouvelles briques. Mais toutes ces réactions se passent au même moment? C'est ça. Et pour cela, toutes ces activités enzymatiques doivent être régulées pour permettre l'élongation synchronisée du peptidoglycane avec la croissance de la bactérie. Mais donc tout est lié. Mais qu'en est-il de la spore? Justement, pour revenir à la spore, vu qu'elle est très résistante, elle a comme des super pouvoirs qui lui sont conférés par sa carapace, qui est composée d'un peptidoglycane un peu différent de celui d'une cellule en division. Et d'ailleurs, c'est lui qui confère à la spore son côté lumineux et que l'on appelle le cortex. De plus, à ce peptidoglycane s'ajoute une couche supplémentaire que l'on appelle le manteau. C'est super intéressant. Mais concrètement, au laboratoire, vous vous intéressez à ce genre de mécanisme? Nos recherches portent plutôt sur la régulation de ces mécanismes mis en place par la bactérie Bacillus subtilis lors de la division et de la sporulation. Notamment, comment est contrôlée la production des briques de sucre de la paroi cellulaire, comment la vitesse de travail des enzymes ouvrières est-elle régulée en fonction des nutriments disponibles dans le milieu de culture et quels sont les signaux qui permettent d'informer le système de synthèse de la paroi des changements environnementaux. Et donc aurais-tu un exemple en particulier à nous présenter? Alors, je peux vous expliquer comment la protéine GLMR chez Bacillus subtilis permet d'adapter la synthèse de la paroi en fonction des nutriments présents. Nous avons observé au laboratoire que lorsque l'on enlevait le gène GLMR par des manipulations génétiques, on dit également que nous avons délété le gène, les bactéries ne se divisaient que si elles avaient à disposition des nutriments qualitativement et quantitativement riches. Par contre, elles ne se divisaient plus sur un milieu pauvre. De plus, nous avons observé que les bactéries sans GLMR étaient tuées plus facilement par un antibiotique dirigé contre la paroi bactérienne. Et que vous ont permis de conclure ces deux observations? Elles nous ont fait comprendre que ce gène était important pour ressentir les conditions environnementales et transmettre l'information à la machinerie de synthèse de la paroi. Mais au final, ce gène, il agirait un peu comme une sorte de sentinelle. C'est un peu l'idée. En milieu dit riche, de nombreux précurseurs de peptidoglycane, dont le nom scientifique est UDP-glucnac, sont disponibles et GLMR n'est pas active. Par contre, en milieu dit pauvre, il manque des précurseurs de peptidoglycane. GLMR entre en jeu et stimule l'activité d'une autre protéine appelée GLMS. Cette protéine est responsable de la production de ces briques et elle va donc accélérer
leur synthèse, autrement dit, leur fabrication. Ainsi, il y aura assez de précurseurs pour suivre la cadence de la synthèse de peptidoglycanes nécessaire pour la construction de la nouvelle paroi lors de la division des bactéries. Donc, si je comprends bien, on a vu 2 stratégies de régulation de la synthèse du peptidoglycane chez Bacillus subtilis. L'une riche en sources de carbone et l'autre moins riche. Ces 2 exemples de stratégies retrouvées chez Bacillus subtilis, on les retrouve aussi chez d'autres organismes. Mais on retrouve aussi d'autres stratégies. Ces régulations peuvent être ciblées ou alors globales, mais elles peuvent aussi être spécifiques ou alors communes à un certain nombre de bactéries. C'est donc grâce à la finesse de ces régulations que les bactéries arrivent à s'adapter aux différents milieux qu'elles rencontrent. Ces mécanismes ancestraux révèlent l'incroyable capacité des bactéries en termes d'adaptation. Il en existe bien d'autres, mais ça, c'est notre histoire que vous verrez dans les prochains épisodes des Chroniques microbiennes. À bientôt!